du CO2 et NIRS à l'aide de la perfusion tissulaire. Merci à tous, merci à Medtronic de nous avoir invités. Je vais vous parler donc d'un cas un peu particulier, donc du CO2 et de la NIRS, et surtout, est-ce que finalement, avec une hypercapnie permissive, on pourrait améliorer la perfusion tissulaire, et comment la NIRS peut éventuellement nous aider dans ces situations-là. Donc la PaCO2, la pression partielle artérielle en dioxyde de carbone, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va commencer par très rapidement vous redire d'où vient le CO2 qu'on produit. Le CO2, il provient de notre métabolisme tissulaire aérobie et en partie anaérobie également quand ça va un petit peu moins bien. Une petite chose à retenir, c'est que la forme dissoute du CO2, c'est-à-dire la pression qu'on va mesurer, ça représente à peu près 10% du pool du CO2 et que la majeure partie est sous forme de bicarbonate et une petite partie liée aux protéines, notamment à l'hémoglobine. Donc on parle essentiellement de ces 10%-là qui, selon certaines études, reflètent quand même très bien la production de CO2. Cette production de CO2 donc, va passer dans le secteur veineux, puis va être épurée par soit les poumons, soit l'oxygénateur de la CEC. Et là, on va pouvoir approcher la pression, la P-end-tidal CO2, c'est la pression expirée en CO2, et la pression au niveau de l'évent, au niveau de l'oxygénateur, qui est la P-exhaust CO2. Puis ensuite, il y a une partie qui va rester dans le secteur artériel. Et là, on aura à mesurer la PaCO2. Donc, il y a des gradients. Il y a un gradient alvéolo-artériel en CO2 et un gradient véno-artériel en CO2 du fait de ce cycle du CO2. Alors, comment on va le monitorer, ce CO2 ? Alors, on a des méthodes indirectes qu'on connaît tous, la PET-CO2 chez le patient ventilé, qui dépend malheureusement beaucoup du rapport ventilation sur perfusion, de l'état du patient, notamment chez les BPCO. Et puis, en CEC, on peut mesurer la P-exhaust CO2 qui, à l'équilibre, pourrait être assez proche de la PaCO2. Donc, c'est un reflet indirect relativement intéressant pour pouvoir un peu guider notre CEC et optimiser les valeurs, nos objectifs de PaCO2. D'ailleurs, ça fait partie des recommandations de 2019 du monitorage lors d'une CEC. Fait intéressant, en 2001, il n'y avait que 25% des centres qui avaient été interrogés qui monitoraient cette P-exhaust CO2. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien plus. Il y a d'autres manières de monitorer directement ce dioxyde de carbone. Ça peut être avec des techniques continues, mais qui ont un certain coût, avec le CDI, où là, on va avoir des valeurs directes du CO2. Et puis, l'autre méthode classique, qui est relativement fiable, mais discontinue, c'est des gaz du sang itératifs pour avoir en permanence le pH et la PCO2 notamment. Alors, qu'est-ce que engendre, comment va se comporter l'hémodynamique par rapport aux valeurs de PCO2 ? Eh bien, on peut définir une petite hypercapnie permissive si la PCO2 est entre 44 et 55 mm de mercure. Pour cela, eh bien, c'est assez facile. En circulation pulsatile, eh bien, il suffit de diminuer l'épuration par diminution des échanges alvéolo-capillaires. Vous allez diminuer votre volume minute de votre ventilation sur votre respirateur ou sur votre oxygénateur par diminution du balayage. Et donc, vous allez pouvoir augmenter votre PCO2. En CEC, il ne faut pas oublier quand même que la production de CO2 est bien entendu dépendante de la température du patient. Et si la température varie, eh bien, la production de CO2 va augmenter. Et donc la PCO2 peut varier, non pas par modification du débit de balayage, mais simplement par modification de la température. Et puis un autre exemple possible, c'est bien sûr les apports exogènes de CO2 pour limiter le risque d'embol gazeux dans le champ opératoire, où là, vous pouvez avoir des passages dans le secteur veineux et artériel et vous pouvez avoir des pics de pression en CO2 qui peuvent engendrer des conséquences parfois délicates. Ça, il faut l'avoir aussi en tête. Alors, il y a un cas en circulation, en chirurgie générale, où on peut avoir une augmentation brutale du CO2 par augmentation du métabolisme en oxygène. C'est très rare. On l'a eu la semaine dernière à la clinique, donc c'était une hyperthermie maligne, et c'est la première fois que j'en voyais une. Les effets systémiques des modifications de PCO2 sur l'hémodynamique.
Sur le débit cardiaque, on a dans toutes les études, quand vous induisez une hypercapnie, vous avez une augmentation de votre débit cardiaque qui est environ de 15 à 20%, sans forcément une variation importante de la pression artérielle moyenne. Et vous avez aussi des effets intéressants microcirculatoires qui, outre l'augmentation du débit cardiaque, on a, lorsqu'on met des saturations tissulaires musculaires, notamment avec l'Invos, chez des patients volontaires sains, intubés, ventilés, eh bien, on voit qu'on a une augmentation de la saturation tissulaire. On a une augmentation aussi de la microcirculation mesurée par laser Doppler et de la PTiO2 tissulaire. Donc, il y a un effet probablement bénéfique, en tout cas physiologique, lorsqu'on augmente la PCO2. Et si vous regardez cette petite étude, vous voyez que ce n'est pas forcément au détriment d'une baisse importante du pH, puisqu'on reste à des valeurs supérieures à 7,30 quand on a atteint des valeurs entre 50 et 60 de PCO2. Donc les mécanismes pour expliquer cette amélioration tissulaire, c'est la vasodilatation artériolaire, l'amélioration du rapport ventilation-perfusion, l'augmentation du débit cardiaque, et puis l'effet Bohr. L'effet Bohr, rapidement, c'est que quand la PCO2 est élevée, eh bien en fait, l'hémoglobine va perdre son affinité pour l'oxygène et va pouvoir être délivrée plus facilement dans les tissus. Et à partir de ces différentes découvertes physiologiques, eh bien, il y en a qui se sont dit que peut-être ce serait intéressant sur la cicatrisation et le risque d'infection du site opératoire. Au niveau cérébral, on l'a vu dans les précédentes interventions, la PCO2, une hypercapnie, entraîne une vasodilatation cérébrale et donc une augmentation du débit sanguin cérébral, avec cependant le risque d'une perte de l'autorégulation quand les PCO2 augmentent à plus de 50 et le risque d'avoir des sortes de perfusions de luxe cérébrale qui peuvent être potentiellement délétères. Les autres faits intéressants sont notamment au niveau rénal. On en parlait tout à l'heure sur le gradient cérébro-rénal. Eh bien, en fait, quand on passe les patients en hypercapnie, on peut voir qu'il y a une diminution de la perfusion rénale. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez une augmentation du débit cardiaque, mais vous pouvez avoir une diminution de la perfusion rénale. Donc ça, c'est à prendre en compte, je pense. Les effets pulmonaires, les pédiatres le savent beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas m'attarder. C'est une augmentation importante des résistances vasculaires pulmonaires qui peuvent se faire au détriment du ventricule droit et avoir des conséquences délétères hémodynamiques. Au niveau, si on fait une petite synthèse de tout ça, l'hypercapnie entraîne une amélioration de la microcirculation. L'impact sur le territoire splanchnique et rénal est pas majeur, mais peut-être potentiellement délétère sur le rein. Ça a un véritable impact sur le territoire cérébral. Et ce que j'ai cherché, ce que je n'ai pas trouvé, c'est finalement, comme on sait que l'hypercapnie entraîne une augmentation du débit cardiaque, quel est le ratio entre l'augmentation du débit régional et l'augmentation du débit cardiaque? Ça, je ne l'ai pas trouvé. Alors, est-ce que la NIRS peut nous aider à surveiller, à titrer l'hypercapnie? Vous l'avez probablement tous fait en chirurgie cardiaque. La PCO2 augmentant, vous allez avoir une augmentation du débit sanguin cérébral, donc une augmentation de la saturation veineuse jugulaire en oxygène et donc une augmentation de la RSO2, de la NIRS. Là, c'est un exemple où, quand on passe les patients en hypercapnie, vous avez une brutale montée de la RSO2. Donc les avantages théoriques, on a vu déjà une amélioration de la cicatrisation potentielle, une diminution des infections du site opératoire. Et l'idée, finalement, c'est quand on les passe en hypercapnie, les patients, est-ce qu'on pourrait avoir une amélioration des troubles cognitifs post-opératoires, des AVC par bas débit? Alors, en chirurgie cardiaque, pour l'instant, on reste sur sa fin. Autant, il y a beaucoup d'études qui montrent que quand on passe les patients en hypercapnie, on améliore notre NIRS, notre RSO2 cérébral, mais pour l'instant, sur les troubles cognitifs, on n'a pas forcément de différence. Voilà, 2 études qui montrent qu'à chaque fois, on améliore les NIRS, mais sur les tests neurocognitifs précoces, c'est vrai, on n'a pas forcément d'amélioration. En chirurgie non cardiaque, il y a aussi quelques études qui ont été faites. Alors, il y a une première chose c'est un critère intermédiaire, mais quand les patients sont en hypercapnie, ils ont un délai d'extubation meilleur quand on utilise du sévoflurane parce qu'on a une clairance qui est plus rapide, donc on a un délai d'extubation beaucoup plus rapide.
et d'autres études intéressantes sur la NIRS en chirurgie, par exemple, de l'épaule, où on s'aperçoit que quand on passe les patients volontairement en hypercapnie permissive, eh bien, en fait, on va limiter la baisse probable du débit sanguin cérébral quand ils sont en position assise, et donc on va restaurer finalement une saturation tissulaire subnormale par rapport au groupe de patients où on n'aura pas induite d'hypercapnie permissive. Donc là, c'est relativement intéressant sur le plan physiologique à éventuellement laisser ces patients en hypercapnie permissive, hypercapnie discrète. D'autres études, une autre étude, là, a montré un certain bénéfice à mettre ces patients en hypercapnie permissive. C'était, je crois, en chirurgie colique, où finalement il y avait moins de délirium dans le groupe où on maintenait une hypercapnie permissive, avec notamment là, ce sont les tracés des saturations tissulaires en oxygène cérébral. On voit qu'il y a un bien meilleur maintien de la saturation tissulaire en hypercapnie que lorsque les patients sont en normocapnie. Donc, quand même, pas mal de pistes pour nous inciter à tenter l'hypercapnie permissive. Est-ce que sur la cicatrisation et surtout sur les infections du site opératoire, mettre les patients en hypercapnie serait intéressant? Bien, malheureusement, sur un gros collectif de patients, c'était ici de la chirurgie colique, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes sur les infections du site opératoire. Une autre étude randomisée, je crois, sur les DPC, sur les duodénopancréatectomies, montrait là que, en termes de complications post-opératoires, le fait d'ajouter un petit VT, d'ajouter une hypercapnie permissive à un petit VT per-op, eh bien, il n'y avait pas de bénéfice sur les complications respiratoires et digestives. Donc, petit VT, ok, protection, stratégie de ventilation protectrice, mais pas de gain sur l'hypercapnie permissive. Donc, en conclusion, l'hypercapnie permissive semble peu délétère. Par contre, le bénéfice réel à distance, il n'est pas encore bien net, que ce soit en chirurgie cardiaque ou non cardiaque. Mais personnellement, j'aurais tendance à dire que sur des populations à risque cérébral, donc on a parlé des personnes fragiles ce matin, sur des positions assises, sur des patients qui sont en bas débit, eh bien, essayer de maintenir une hypercapnie permissive avec l'aide de la NIRS pourrait peut-être nous permettre de préserver la fonction cérébrale. Ça, ce sont des hypothèses. Et puis l'autre intérêt que je vois, quand on est en CEC, c'est lorsqu'on ne peut pas avoir un débit de CEC qui est correct, eh ben, si on veut privilégier un territoire, ben là, on peut se permettre de passer en hypercapnie. Enfin, les questions que je me suis posées également, c'est finalement, quand on a une DO2 optimale, quand on a une bonne délivrance en oxygène en CEC, est-ce que ça vaut le coup de passer vers une hypercapnie permissive, sachant qu'on va privilégier un territoire cérébral, mais comme le débit de CEC, c'est vous qui l'imposez, si vous privilégiez un territoire, vous allez forcément empiéter ou sacrifier un autre territoire. Et tout à l'heure, on parlait du gradient réno-cérébral en saturation tissulaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de vol vasculaire en CEC au profit du territoire cérébral au détriment des autres territoires? Ça, je ne sais pas. C'est une piste à explorer. Donc, je pense que si vous avez une bonne DO2, je ne pense pas forcément qu'il soit nécessaire d'avoir une hypercapnie permissive. Je vous remercie. Et en plus, tu as super bien tenu ton timing. C'était bon. Alors, la morale de l'histoire, c'est quoi? Il faut en faire ou il ne faut pas en faire? Eh bien, moi, je pensais avant de faire ce topo qu'il fallait en faire. Je vous avoue, vraiment, j'étais vraiment dedans. Il y avait même un docteur, Alexandre Jousten, qui avait montré ça sur la chirurgie non cardiaque, où il montrait qu'il y avait moins de troubles cognitifs quand les patients aussi avaient ce contrôle de la PET-CO2 plutôt haute. Mais là, c'est vrai qu'en relisant les choses, je reste un peu sur ma faim. Et donc, c'est difficile de vous livrer un message clair. Je dirais vraiment, quand on ne peut pas faire autrement, c'est un argument supplémentaire pour optimiser sa NIRS. Vous voyez, j'optimise d'abord d'autres paramètres, notamment le débit. Si je n'ai pas le choix, si je ne peux pas améliorer le débit pour différentes contraintes de canule, de saignement péropératoire, je ne sais pas, eh bien dans ce cas-là, je fais de l'hypercapnie permissive. Sachant que ce qui a été montré par Merking et consorts, ce n'était pas l'hypercapnie, c'était la normocapnie.
Oui. Hein. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ta conclusion qui finalement conclut pas, donc elle nous laisse un peu sur notre faim pour des raisons que tu as expliquées, c'est que probablement le pire, c'est l'hypocapnie. Et que probablement il vaut mieux être en normocapnique idéalement, mais en hypercapnie que hypocapnique. Et ça, on le sait depuis longtemps quand même, parce que les mécanismes de défense cellulaire contre contre l'acidose sont très robustes, notamment l'acidose respiratoire, avec des pompes à H+, qui marchent très très bien. Par contre, la capacité de résister à de l'alcalose est très mauvaise et tue les cellules. Donc ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut être normocapnique, voire hypercapnique, plutôt que d'être hypocapnique. Ça paraît, on ne dit pas de bêtises. Surtout pas d'hypocapnie. Ouais. Est-ce que vous avez, vous faites de l'hypercapnie permissive en chirurgie cardiaque, là, dans l'Assemblée, non? Personne n'en fait, vous faites du normo? Après, vouloir absolument améliorer la NIRS par de l'hypercapnie, très honnêtement, la NIRS, ça reste un moyen parmi tant d'autres, de monitorer de la perte d'autorégulation cérébrale. Et c'est vrai que de vouloir la corriger à tout prix, est-ce que c'est vraiment la corriger ou l'amener au-delà de sa valeur de base, est-ce que c'est intéressant? Et ça, c'était les travaux de Charles Haug dans l'étude de Subrianan, où il montrait qu'il y avait globalement un patient sur deux qui désaturait en chirurgie cardiaque et qu'on pouvait corriger dans 92% des cas les anomalies de désaturation via son algorithme. Mais il restait 8% non corrigés. Bon, après, quand on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Et on ne comprend pas tout. Tout à fait. On ne comprend pas tout. Après, il y a un autre problème, c'est la température, parce que toutes ces études, elles ont été faites en normocapnie, en normothermie. Et on ne sait pas ce qui se passe en dessous. Donc, je pensais à ça pour la pédiatrie. En pédiatrie, vous travaillez en normothermie ou en hypothermie sur les... En normothermie. Parce que là, vous aviez des températures à 33, 34, et ça, la NIRS à 33, 34, on ne sait pas... Enfin, c'est pas très bien évalué. Hein. Les études, elles ont été faites en normothermie. Et ça a été validé en hypothermie. Parce que c'est bien gentil d'avoir une valeur. Le problème, c'est d'avoir des valeurs. On veut absolument corriger des valeurs. D'abord, il faut corriger la valeur de base. Et ensuite, corriger des valeurs, c'est bien. Mais il faut que ça ait un sens. Et elles ont été calibrées la plupart du temps sur des sujets sains, très souvent mis en hypercapnie, justement, et hors chirurgie. Et en plus, dans des ranges à peu près normaux, c'est-à-dire supérieurs à 50% de RSO2. Donc, et en normothermie. Donc nous, on va aller modifier ces paramètres-là en hypothermie, notamment chez l'enfant, sur des valeurs de base qu'on a extrapolées de l'adulte en plus. C'est vrai que c'est... sur des petits collectifs, parce que 30 malades x 2 à chaque fois, ça fait mal. Hein. Donc en fait, c'est quand même, encore beaucoup d'inconnus. Ouais, plus de questions que de réponses, je suis désolé. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au fond, oui. là-bas. Désolé de déborder un peu du sujet. Par rapport au NIRS, on voit arriver sur nos moniteurs de nouvelles valeurs au-delà du simple RSO2. Qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est-à-dire? Alors j'ai essayé de retrouver les chiffres, mais il y a un truc avec l'hémoglobine. Il y a l'oxyhémoglobine, la désoxyhémoglobine, voilà. la concentration totale en hémoglobine. Et alors, je pense que ça peut être très intéressant sur le fait d'interpréter une désaturation en fait. Parce que si vous avez une PVC qui va augmenter brutalement à cause d'une canule, vous allez désaturer, mais vous n'allez pas savoir si c'est par bas débit ou insuffisance de retour veineux. Et là, quand vous avez ces différents paramètres, vous allez avoir une augmentation nette de la désoxyhémoglobine par congestion, en fait. Et donc, ça vous permet d'interpréter la baisse de la désaturation. Et donc, voilà, après, c'est une étape supplémentaire dans l'interprétation des choses. Et donc, ça peut vous guider sur la thérapeutique à avoir. Après, si vous avez une PVC qui est à 30, vous comprenez ce qui se passe aussi. Hein. Mais ça reste assez... plus vite les choses. C'est pas démontré, tout ça. Ouais. Jean-Luc Fay. Si vous voulez parler de HPI, la hémoglobine microcirculatoire, qui donne des valeurs en plus de l'ordre de 1,5 g, 2 g, on avait fait un travail qu'on avait publié, on avait essayé de voir si ça pouvait servir à quelque chose, si ça pouvait affecter quelque chose. On n'avait absolument rien trouvé. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça fait. De la même façon que le pourcentage de... Sur Massimo, on peut moduler le pourcentage de sang artériel et veineux. C'est-à-dire on peut les inverser même. Mais en fait, il n'y a aucune variation. Ça ne change rien. En plus, c'est basé sur des données théoriques chez le volontaire sain au niveau cérébral qui montrent une répartition de l'ordre de 60%
70-30. On ne sait absolument pas si ça reste vrai dans les situations d'insuffisance. Ça change. Chez le vieux, parce que là, ils sont tous jeunes. C'est pareil au niveau des autres circulations régionales, et on ne sait absolument pas comment ça varie dans le temps lorsque on prend en charge de malades, etc. Beaucoup de questions. Ouais, je crois que ce dont on est sûr, enfin en tout cas ce dont on s'approche de la vérité, c'est toutes les études de Merkin et ces paramètres de modulation de la RSO2 à partir du moment où on s'est donné le mal de calibrer une valeur de base du patient avant anesthésie, avant oxygénation, en mettant les capteurs dans la bonne position, c'est-à-dire pas au-dessus du sourcil, mais en zone plutôt frontale le plus haut possible, bien occultant. Et à ce moment-là, des travaux comme ceux de Charles Hawke montrent qu'on peut non seulement les détecter, mais en plus les corriger, dans 92% des cas. Après, toutes les extrapolations sur des interprétations de marqueurs comme l'HBI ou autres, ça, c'est absolument pas démontré, et c'est compliqué à démontrer. Bon, merci beaucoup.